18 juillet 1944, en Normandie. 6 semaines après le jour J, le front a à peine bougé. Omar Bradley lit les derniers chiffres en silence. Plus de 40 000 pertes américaines. Les haies sont toujours là. Les Allemands sont toujours là. Il n'y a eu ni effondrement ni erreur catastrophique, seulement une campagne qui saigne le temps. Ce n'est pas que le débarquement ait échoué. La promesse, c'était la vitesse. La Normandie offre autre chose, l'attrition sans percer. Sur les cartes, les flèches pointent vers l'avant. Sur le terrain, rien ne s'ouvre. La question la plus dangereuse n'est plus où attaquer, c'est combien de temps cela peut durer. Pour comprendre pourquoi la Normandie s'est enlisée, il faut revenir à une promesse faite, avant que la première péniche de débarquement ne touche le sable. L'invasion de la Normandie n'a pas été construite sur l'improvisation. Elle a été construite sur une promesse. En 1943, alors que la planification de l'opération Overlord prenait forme, une hypothèse ancrée soutenait tout le dispositif. La ville de Caen tomberait le jour J. Caen n'était pas symbolique. Elle était fonctionnelle. Au sud de la ville s'étendaient des terrains ouverts, propices aux blindés, au soutien aérien et à la manœuvre rapide. Si Caen tombait rapidement, les forces alliées pourraient déboucher sur un espace où la masse et la mobilité compteraient. Bernard Montgomery le comprenait. En tant que commandant des forces terrestres alliées pour l'invasion, il assura personnellement Eisenhower que Caen serait sécurisé le 6 juin. Tout découlait de cet engagement. Les forces britanniques et canadiennes attireraient les blindés allemands à l'est. Les forces américaines s'accumuleraient à l'ouest, puis perceraient. Overlord reposait sur le rythme. La vitesse n'était pas un luxe, c'était le mécanisme. Sans camp, la campagne se comprimerait dans le bocage. Les blindés seraient émoussés. La puissance aérienne perdrait son avantage. Le plan ne fonctionnait que si la charnière bougeait. À l'aube du 6 juin, la charnière était sous pression. À la tombée de la nuit, elle deviendrait la première fracture de la campagne. Bernard Montgomery n'aborda pas la Normandie comme une course. Il l'aborda comme un problème de contrôle. Son expérience lui avait appris la prudence. À El Alamein, la préparation avait vaincu la vitesse. La supériorité avait été construite délibérément, puis libérée. Montgomery faisait davantage confiance au système qu'à l'élan. Sécuriser les flancs, protéger la logistique, préserver la puissance de combat. Il croyait que cette approche pouvait absorber les retards sans risquer la défaite. Le temps, à ses yeux, était élastique. Ce qui importait, c'était d'éviter le désastre, d'éviter la surextension, d'éviter des revers irréparables. En Normandie, cette conviction a façonné chaque décision. Il acceptait une progression lente si elle maintenait la cohérence. Il renforçait les positions au lieu de forcer des ouvertures. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était une doctrine affinée dans un autre théâtre d'opération. Ce que Montgomery sous-estima, c'était l'environnement dans lequel il opérait désormais. Le bocage comprimait l'espace. Les réserves allemandes se déplaçaient plus vite que prévu. Le contrôle, sans la vitesse, produisit la paralysie. La campagne n'échoua pas parce que Montgomery manquait de talent. Elle s'enlisa parce que son système de croyance ne correspondait plus au champ de bataille, et la Normandie n'attendrait pas que la théorie s'adapte. 6 juin 1944, les débarquements réussissent. Les forces britanniques et canadiennes progressent à l'intérieur des terres depuis les plages face à Caen. Aux premières heures, la route vers le sud semble ouverte. Puis, Montgomery ralentit. Les unités se consolident. Les périmètres défensifs se resserrent. L'élan est suspendu pour sécuriser ce qui a déjà été pris. La réaction allemande arrive avant la fin de la journée. La 21e division Panzer contre-attaque dans l'intervalle. À la nuit tombée, Caen reste aux mains des Allemands.
L'échec n'est pas spectaculaire, pas de déroute, pas d'effondrement. Mais la première promesse d'Overlord est rompue. La ville, qui devait tomber le jour J, devient un objectif pour le lendemain, puis pour le jour suivant encore. Les blindés allemands commencent à se concentrer à l'est de la tête de Pontarlier. Chaque heure qui passe rend leur élimination plus difficile. Ce qui avait été conçu comme une charnière devient une ancre. À partir de ce moment, la Normandie n'est plus une campagne d'exécution. Elle devient une campagne de récupération, et la récupération coûte toujours plus de temps que ce qui avait été prévu. Entre le 7 et le 10 juin, la situation se durcit. Ce qui n'était qu'un retard devient un schéma. Les forces britanniques et canadiennes reprennent leurs attaques vers Caen. Elles avancent en mètres, pas en kilomètres. Chaque poussée se heurte à des défenses préparées et renforcées durant la nuit. Le commandement allemand fait un choix clair. Les divisions Panzer sont attirées vers Caen et y sont maintenues. Le flanc devient un aimant à blinder. Montgomery continue de presser, mais sans masse décisive. Les attaques sont méthodiques, contenues et prévisibles. Elles infligent des pertes, mais ne délogent pas la défense. À chaque assaut bloqué, la position allemande s'améliore. Les champs sont réglés par l'artillerie. Les axes d'approche sont minés. Les réserves s'installent en profondeur. Le tempo de la Normandie ralentit, pour devenir tout autre chose un échange de feux figés. Le rythme de la campagne, conçu autour d'une séparation rapide des fronts, a disparu. À la place de la manœuvre, les Alliés héritent de la fixation. Caen n'est plus seulement un objectif, elle devient un puits où s'engloutissent le temps les blindés et l'attention. Dès la deuxième semaine de juin, la réalité est claire. La percée promise par le plan ne viendra pas de l'Est, et sans elle, le poids de la progression se déplace silencieusement vers l'Ouest. Tandis que les forces britanniques et canadiennes restent bloquées aux portes de Caen, le secteur américain en absorbe les conséquences. À l'Ouest, le terrain se referme. Le bocage transforme chaque champ en position défensive. Chaque avance devient un combat à courte portée payé par l'infanterie. Les blindés perdent leur allonge, la puissance aérienne perd ses angles. Les avantages qui avaient justifié Overlord sur le papier sont neutralisés sur le terrain. Les pertes augmentent sans progression proportionnée. Les bataillons sont relevés non parce qu'ils ont avancé, mais parce qu'ils sont épuisés. À la mi-juillet, les chiffres deviennent impossibles à ignorer. Les pertes américaines augmentent semaine après semaine, tandis que le front bouge à peine. Ce n'est pas le coût d'une percée, c'est le coût de la stagnation. L'implication est brutale. Si la campagne reste piégée dans le bocage, les États-Unis avanceront en saignant sans jamais ouvrir d'espace. La Normandie ne peut pas être gagnée ainsi, pas à ce rythme, pas avec cet échange. Ce qui avait été toléré comme un retard se révèle désormais comme un danger. Et au sein du quartier général, allié une prise de conscience silencieuse se forme. Si Caen ne peut pas être ouverte, la campagne devra être sauvée ailleurs. Entre le 26 et le 30 juin 1944, Montgomery s'engage dans l'opération Epsom. Elle est censée apporter la réponse. Pour la première fois depuis le jour J, les forces britanniques attaquent avec une intention totale. Infanterie blindée et artillerie avancent ensemble, poussant à l'ouest de Caen, en direction de la rivière Odon. L'opération crée du mouvement. Un saillant se forme. Les réserves allemandes sont attirées, mais le front ne s'ouvre pas. L'attaque plie la ligne sans la rompre. Les divisions Panzer absorbent la pression, puis referment la brèche. À la fin du mois, la carte a changé d'aspect, mais la géométrie reste la même. Aucun corridor n'apparaît.
aucune liberté opérationnelle ne suit. Pour Eisenhower, c'est le point d'inflexion. Epsom démontre que l'effort seul ne résoudra pas le problème. Une puissance de feu correctement appliquée ne suffit toujours pas. Ce n'est pas un échec d'exécution, c'est un échec de prémisse. Montgomery fait exactement ce en quoi il croit, et cela ne produit toujours pas de percée. À ce moment-là, Eisenhower ne conteste pas, il n'intervient pas. Il commence simplement à accepter une conclusion qui va remodeler la campagne. La Normandie ne sera pas gagnée depuis Caen. Au début de juillet 1944, la patience, au sein du commandement allié, commence à s'amenuiser, non pas publiquement, mais en privé. Les rapports de l'Est sont détaillés et précis. Ils décrivent l'effort, la coordination et la pression. Ils ne décrivent pas de résultats. Les pertes britanniques augmentent. Les blindés allemands restent fixés. Caen demeure hors d'atteinte. À Londres, des questions émergent. La presse demande pourquoi les progrès paraissent si coûteux et si limités. La confiance de Winston Churchill vacille, puis se durcit en irritation. Le 1er juillet, Eisenhower rencontre Montgomery. Le ton est désormais différent. Il n'y a plus de discussion sur les méthodes, ni d'exploration d'alternatives, seulement une question unique, combien de temps Montgomery répond avec prudence. Il parle de pression d'attrition, d'inévitabilité. Eisenhower écoute sans contredire. L'échange se termine sans résolution. Ce qui change, ce n'est pas le plan, c'est l'attente. À partir de ce moment, Eisenhower ne suppose plus que Caen déverrouillera la Normandie. Il commence à envisager ce qui se passera si elle ne le fait jamais. La campagne ne pivote pas à cet instant, mais son centre de gravité, oui. Et une fois ce déplacement opéré, il ne peut plus être inversé. La réponse de Montgomery au problème arrive à la mi-juillet. Si la manœuvre ne peut pas briser Caen-la-Masse, le fera. L'opération Goodwood est conçue comme une solution brutale. Une force écrasante est appliquée dans un corridor étroit à l'est de la ville. Le 18 juillet, l'attaque aérienne commence. Plus de 2000 bombardiers traversent le front. Le sol tremble pendant des heures, puis les blindés avancent. Des centaines de chars britanniques progressent dans la fumée et les débris. L'ampleur est sans précédent. Les attentes le sont aussi. Mais la puissance de feu ne peut pas se substituer à la géométrie. Le terrain canalise les mouvements. Les défenses allemandes se rétablissent plus vite que prévu. Au 20 juillet, le résultat est indéniable. Près de 400 chars sont perdus. La ligne a bougé, mais elle n'a pas cédé. Goodwood confirme ce qu'Epsom avait suggéré. Caen n'est pas une porte, c'est un mur. L'échec n'est pas celui du courage ou de l'engagement. Il est structurel. Montgomery a appliqué tous les outils que sa doctrine autorise, et cette doctrine a atteint sa limite. À ce stade, le problème n'est plus l'exécution britannique, c'est la conception alliée. La Normandie ne sera pas sauvée en appuyant plus fort à l'Est, elle le sera en changeant l'endroit où la guerre est autorisée à se déplacer. Après Goodwood, Eisenhower cesse d'attendre. Il n'y a ni annonce formelle, ni remontrance, ni confrontation. Le basculement se produit dans les salles de planification, pas dans les briefings. L'initiative opérationnelle commence à se déplacer vers l'ouest. Omar Bradley reçoit une latitude qu'il n'avait pas auparavant. Les calendriers se raccourcissent. Les attentes changent. L'effort britannique se poursuit autour de Cannon, mais son rôle est redéfini. Fixer l'ennemi, maintenir les blindés en place, ne pas percer. Dans le secteur américain, les préparatifs s'accélèrent. Une nouvelle opération prend forme, construite autour d'une exigence unique, la vitesse. Les unités sont réorganisées. Le soutien aérien est concentré.
Un corridor de percée est identifié au sud de Saint-Lô. George Patton est placé en réserve, attendant derrière la ligne, non comme un pari, mais comme une nécessité. Ce n'est pas un vote contre Montgomery, c'est un aveu. La campagne ne peut pas se permettre un mois supplémentaire de pression sans mouvement. Le temps est devenu la ressource critique. À la fin juillet, la décision est de fait prise. La Normandie sera sauvée par celui qui pourra se déplacer le plus vite, et cela ne se décidera pas à l'est de Caen. Le 25 juillet 1944, l'opération Cobra commence. L'attaque aérienne pulvérise une section étroite de la ligne allemande au sud de Saint-Lô. Cette fois, le front ne plie pas. Il s'ouvre. En quelques jours, les forces américaines se libèrent du bocage. Les blindés débouchent sur des terrains ouverts. Les décisions de commandement s'accélèrent au lieu de se comprimer. Le 1er août, la 3e armée est activée. George Patton en prend le commandement et ne marque pas de pause. Les colonnes avancent au-delà des attentes, puis au-delà des plans. Les unités allemandes échouent à se reconstituer. Le tempo ne ralentit jamais suffisamment pour permettre un endiguement. En 2 semaines, les Américains obtiennent ce que 6 semaines autour de Caen n'avaient pas permis la liberté opérationnelle. Ce n'est pas une vindication personnelle. Patton ne corrige pas les erreurs de Montgomery. Il opère dans un terrain où la vitesse est enfin possible. Les conséquences sont structurelles. Les forces allemandes en Normandie commencent à se désagréger. La campagne passe de la survie à l'exploitation. Le retard à l'Est n'a pas condamné la Normandie, mais il a imposé une solution ailleurs. Et une fois cette solution apparue, la guerre en France a avancé selon des termes entièrement nouveaux. Le jour J est retenu comme un triomphe de planification et de courage. La Normandie est retenue comme un broiement qui a failli consumer les deux. Bernard Montgomery n'a pas échoué par manque de compétences. Il a échoué parce que sa méthode ne pouvait pas acheter ce dont la campagne avait le plus besoin du temps. Son approche contrôlait le risque, mais elle ne pouvait pas créer de l'espace. Et en Normandie, l'espace, c'était la survie. George Patton n'est pas arrivé pour restaurer l'honneur ou des rivalités subtiles. Il est arrivé parce que la campagne avait atteint sa limite, parce que l'attrition sans mouvement n'était plus acceptable. Ce qui a sauvé la Normandie, ce n'est pas une brillante manœuvre à Caen. C'est la volonté d'abandonner la charnière lorsqu'elle refusait de tourner. Eisenhower n'a pas choisi la vitesse par préférence. Il l'a choisie par nécessité. La leçon de la Normandie ne concerne pas les personnalités. Elle concerne l'élan. On peut gagner le débarquement. On peut tenir la ligne, mais si l'on ne peut pas se déplacer, la campagne se videra de son sang. Le jour J a réussi. La Normandie a survécu parce que quelqu'un a osé aller plus vite que le